Alors, c'est commencé, M. Collin? Oui. Parfait. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers citoyens de Montréal-Nord. Bonsoir et bienvenue à cette 6e séance du Conseil d'arrondissement à distance et sans public. Avant de débuter, tel qu'il est d'usage lors de ces séances, nous allons prendre un moment de recueillement. Je vais nous inviter donc à prendre ce moment maintenant. Alors, merci à tous. Est-ce que ma caméra est correcte? On me dit qu'il y a peut-être des petits pépins techniques. Bon, je vais baisser un petit peu la caméra. C'est mieux maintenant? Oui, ça va. Parfait. Donc, je vais vous présenter les élus présents ce soir. Donc, Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district Ovid-Clermont. Bonsoir. Mme Renée-Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir. M. Abdelhak Sarri, conseiller de ville du district Marie-Clarac. Bonsoir. M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Il y a également le personnel du cabinet de la mairesse et des élus, M. François Purcell, directeur de cabinet. Bonsoir et bon conseil à tout le monde. Merci. M. Alain-David de Jean-Noël, chargé de secrétariat. Bonsoir. Et Mme Anna Miezarek, chargée de secrétariat. Bonsoir. Au niveau du personnel administratif, Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir à tous. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Mme Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Bonsoir tout le monde. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Bonsoir. Mme Claire Vasseur, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Bonsoir. M. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Bonsoir. M. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonsoir. M. Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communication. Du PDQ 39, M. Alain Cardinal, en remplaçant le commandant, en fait, qui remplace M. Patrick Lavallée, l'inspecteur du poste de quartier 39. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors donc, j'appelle le point 10.01. Si vous permettez, Madame la mairesse, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. J'appuie. Parfait, donc c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarri. J'arrive donc au 10.02, le mot de la mairesse et des élus. Alors, ce soir, en fait, nous allons avoir deux conseils d'arrondissement. Le conseil régulier va commencer, qui sera temporairement suspendu après la période de questions des citoyens pour pouvoir tenir un conseil d'arrondissement extraordinaire au cours duquel nous allons vous présenter le budget et le programme décennal d'investissement 2021-2030. Veuillez noter qu'une nouvelle période de questions de citoyens sera ouverte à cette occasion. Vous pourrez donc nous faire parvenir vos questions tout au long de la présentation de ce budget. Avant de débuter la lecture et l'adoption des articles qui sont à l'ordre du jour du Conseil régulier, permettez-moi d'aborder certains sujets d'actualité. D'abord, au sujet de la pandémie de la COVID-19. Vous êtes au courant que le gouvernement a fait passer Montréal en zone rouge. Au cours de la dernière semaine, nous avons communiqué sur plusieurs plateformes ce que cela avait comme impact sur l'ouverture de nos installations et sur la tenue de nos activités. Par exemple, nous avons dû fermer l'accès à nos bibliothèques pour ne garder en fait que le prêt sans contact et annuler notre programmation culturelle automnale. Cela est malheureux, mais je vous assure que nous faisons tout ce que nous pouvons en fait pour continuer à offrir les meilleurs services possibles dans les circonstances. Je vous assure aussi que Montréal-Nord s'est préparé adéquatement en vue de cette deuxième vague. Nos équipes de travaux publics, par exemple, ont adapté toute une série de nouvelles procédures afin d'assurer les services essentiels
comme l'eau, la collecte des ordures et le déneigement au cours des prochains mois. Nous espérons de tout cœur que cette deuxième vague ne frappe pas les Nord montréalais aussi fort que la première. Pour mettre toutes les chances de notre côté, je vous invite à respecter les consignes sanitaires émises par la santé publique et qu'on répète déjà depuis plusieurs mois. Portez le masque lors de toutes vos visites dans les commerces, lavez vos mains régulièrement, respectez le 2 mètres de distanciation lors de vos déplacements. Également, vous pouvez aller vous faire dépister advenant que vous ayez des symptômes ou si vous avez côtoyé des personnes ayant été diagnostiquées avec la COVID. À l'écran, vous avez tous les lieux où vous pouvez actuellement aller vous faire dépister. Donc, on vous invite fortement à le faire. Je vais maintenant céder la parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Un deuxième sujet tout aussi préoccupant, dont il est très important de se parler. Depuis le début de l'été, plusieurs incidents, dont certains extrêmement graves, sont venus troubler la paix et la quiétude et semer un sentiment d'inquiétude chez les familles de notre arrondissement. Malgré de nombreuses actions de prévention effectuées par plusieurs organismes et institutions du secteur, travail de rue, soutien à l'employabilité et participation citoyenne, ce type d'incident continue malheureusement de se reproduire. Au cours des dernières semaines, le service de police de la ville de Montréal et le poste de quartier 39 ont déployé davantage de ressources dans ce quartier. Patrouilleurs supplémentaires, installation d'un poste de commandement à l'intersection Lapierre-Langelier, porte-à-porte et d'autres actions. Nous les appuyons dans le déploiement de ces actions et nous souhaitons de tout cœur que celles-ci contribuent à ramener la paix et la quiétude dans notre quartier. Donc, de notre côté, nous travaillons à la mise en œuvre avec nos organismes et institutions partenaires de plusieurs mesures importantes à court, moyen et long terme afin de faire de tout Montréal-Nord un arrondissement paisible et sécuritaire. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Je poursuis donc. Comme plusieurs l'ont remarqué, la réfection du pont P9 a été entreprise par le ministère des Transports du Québec. Ces travaux s'échelonneront jusqu'à l'automne 2023. La phase 1 des travaux, qui consiste en la réfection de la direction sud du pont, se poursuivra jusqu'à l'automne 2021. Nous savons que ces travaux du pont P9 entraînent bien des désagréments aux automobilistes qui empruntent et aux résidents des environs. Surtout que ceux-ci surviennent en même temps que les travaux du SRB. Mais sachez que nous sommes présents sur le terrain et que les employés de l'arrondissement sont sur les comités de travail pour faire entendre votre voix et défendre vos intérêts. Si vous avez des commentaires relativement au projet de réfection du pont P9, vous pouvez communiquer avec l'équipe du projet à l'adresse courriel pontp9@transport@gouv.qc.ca. L'information, de toute façon, est à l'écran, donc vous avez accès à l'adresse. Nous annonçons également qu'il y a 3 nouvelles ruelles vertes qui ont vu le jour cet été. Les ruelles vertes Peter Curie, des Oiseaux et l'Archevêque, portant ici leur nombre à 15 dans l'arrondissement. Et elles sont plus prisées que jamais parce que la pandémie a aiguisé les besoins individuels d'espace. D'ailleurs, j'aimerais vous rapporter le témoignage d'enfant d'une jeune fille, en fait, qui nous a partagé un moment très particulier lors de l'inauguration de la ruelle Peter Curie, où elle nous a partagé le fait que la ruelle derrière sa maison était vraiment inoccupée depuis plusieurs années et qu'elle avait même peur d'y aller dans le passé et que depuis que les citoyens avaient réaménagé avec les partenaires l'espace en ruelle verte, qu'elle se sentait beaucoup plus en sécurité et qu'elle et ses amis s'amusaient beaucoup dans cet espace-là. Donc, pour moi, c'était un témoignage très percutant et qui démontre la nécessité de pouvoir poursuivre ces travaux et ces initiatives qu'on a en lien avec les ruelles vertes. En fait, la ruelle verte a tout pour plaire. D'abord parce qu'elle devient le petit coin de villégiature juste à côté. Ensuite, parce qu'elle favorise l'entraide et le partage entre voisins, ce qui contribue à augmenter la sécurité. Enfin, parce qu'elle améliore la qualité de l'air et diminue les îlots de chaleur. En plus de soutenir financièrement le projet, l'arrondissement de Montréal-Nord mandate annuellement des organismes pour accompagner les comités de riverains dans la réalisation de leurs projets. D'ailleurs, je tiens à remercier la coopérative de solidarité Éconord et Julie Demers, sa directrice, de même qu'à la Sauverdi pour leur soutien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à mettre en place une ruelle verte tout près de chez vous, si vous avez une ruelle derrière la maison qui est inoccupée et qui a vraiment besoin d'amour, eh bien, il faut envoyer un courriel à l'arrondissement. Et là, je ne sais pas si on a l'adresse, M. Bussière, je ne pense pas, hein, sur le PowerPoint. Donc, c'est l'adresse courriel, c'est... Pardon?
Non, on ne l'a pas, désolé. Bon, il n'y a pas de problème. En fait, je vais la nommer, je vais l'épeler. Donc, c'est Dominique.Baudry, DOMINIC.BEAUDRY à commercialmontréal.ca. Vous pouvez également l'envoyer à moi ou à un de vos élus directement et on pourra lui faire parvenir avec un grand plaisir. Donc, c'est le moment. En fait, on prend les inscriptions tout au long de l'année, mais bien entendu, plus vite on est au courant que vous souhaitez mettre un projet en place, plus vite on peut commencer à mobiliser et donner vraiment la trousse pour permettre aux citoyens de se regrouper et décider qu'est-ce qu'ils veulent ensemble. On a aussi annoncé il y a quelques semaines que le parc Maurice Bélanger profitera d'une cure de jouvence l'été prochain. À cette occasion, des jeux d'eau seront aménagés. Et finalement, nous avons inauguré récemment le tout nouveau parc Sabre-Voie. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les magnifiques photos avec ces jolies petites maisonnettes de couleurs, des jeux d'eau et de tout nouveaux jeux pour les tout-petits. Alors, c'est toujours des moments très émouvants et qu'on sait à quel point les investissements dans nos parcs font une grande différence. On sait que plusieurs parcs à Montréal-Nord ont besoin, comme je le dis souvent, d'amour, ont besoin d'investissement. Et par ces petits parcs, par la rénovation de ces parcs, autant les petits que les plus grands, mais ça fait une très grande différence dans tout un rayonnement autour de ces installations pour les enfants et les parents par la force des choses. J'invite maintenant Mme Rossi à nous partager certains éléments en lien avec les murales. Alors, toujours dans l'idée et dans le concept d'embellir l'arrondissement et de rendre l'effet visuel et le vivre, le bien-être amélioré, l'arrondissement a lancé l'hiver dernier son programme d'art mural. Ce programme vise à encadrer et à financer, avec le support du programme d'art mural de la Ville de Montréal, les projets déposés par les artistes. Je suis très fière de vous annoncer que cet été, 2 magnifiques murales ont été réalisées chez nous. Il y a la murale de l'école Sainte-Gertrude, école à vocation artistique, qui a été conçue sur le thème du vivre ensemble par Sophie Wilkins, à partir des idées des élèves qui ont collaboré au projet à distance en plein confinement. Également terminé récemment, je pense que ça s'est terminé en fin de la semaine dernière, la murale des artistes en art visuel du nord de Montréal de M. Sergio Guterres et M. Julian Palma, qui est le résultat d'une démarche créative avec des organismes et citoyens. Cette dernière se trouve sur l'immeuble de l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir, à l'angle du boulevard Roland et de la rue Pascal. En fait, la murale est visible sur la rue Pascal. Et je vous invite vraiment à aller voir le résultat. C'est vraiment quelque chose de bien. Alors, toujours dans le volet culturel, le Festival international du film Black de Montréal nous a fait l'honneur d'organiser à Montréal-Nord la seule projection en salle de sa programmation qui était essentiellement virtuelle. Alors, vendredi, le 25 septembre, nous avons donc présenté le documentaire très touchant et très interpellant, je peux vous le garantir, qui se nomme « Briser le code », qui était précédé d'un court-métrage qui a pour titre « Mahalia Melts in the Rain ». Alors, à cette occasion, nous avons eu le plaisir de participer à une discussion avec l'intervenant Fabrice Ville, qui est en fait l'initiateur du long-métrage « Briser le code », de Carmine Pierre Dufour, qui est la réalisatrice de Mahalia Melts in the Rain, et qui avait comme modératrice notre enfant chéri de Montréal-Nord, Nadège Saint-Philippe. La salle était bien remplie dans le respect des limites en vigueur de ce moment de cette journée-là. Des témoignages émouvants sur le racisme ont été partagés au cours de l'échange qui a suivi. Vous pouvez visionner l'événement et toute cette discussion sur la page Facebook de l'arrondissement. Merci à Fabienne Collant, la présidente fondatrice de ce festival, de toujours avoir une pensée pour Montréal-Nord. Et comme je lui ai dit ce soir-là, écoutez, si elle a d'autres idées aussi originales d'amener des événements de cette envergure à Montréal-Nord, des festivals aussi importants que le Festival international du film Black, on est toujours heureux de les accueillir. Alors, ça a été un très bel événement. Merci beaucoup, Mme Rossi. Je vais maintenant céder la parole à M. Poirier qui va nous entretenir des BICSI.
Merci, Mme la mairesse. Montréal-Nord n'est pas l'arrondissement le mieux desservi par les transports en commun. Nous sommes donc en mode solution. Des alternatives, comme le vélo Bixi ou les voitures en partage communautaux, profitent grandement à nos citoyens et qui désirent une plus grande mobilité. De plus, ces modes de transport collectif s'inscrivent dans notre volonté de combattre les changements climatiques. Pardon. Nous sommes donc heureux de vous annoncer que trois stations de vélo en libre service se sont ajoutées aux 2 déjà existantes. Nous avons donc maintenant 5 stations à la mairie de Montréal-Nord, au Parc Saint-Laurent, au Parc Langelier-Marie-Victorin, au Parc Ottawa, ainsi qu'à l'intersection Martial et Desrécollets. Nous comptons bien continuer à augmenter leur nombre dans les années à venir et éventuellement, nous accueillerons des vélos électriques. Voilà un beau mode de transport actif qui contribue à faire la lutte au changement climatique. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. Je vais maintenant céder la parole à Mme Rossi. Alors, à compter du 5 novembre prochain, la collecte des résidus alimentaires sera offerte dans le secteur 4B, c'est-à-dire dans l'est de notre territoire, au nord du boulevard Maurice-Duplessis. Pour les résidents de ce secteur, une patrouille de l'écoquartier passera chez vous pour vous expliquer comment bien participer à cette collecte. Si ce n'est déjà fait, vous recevrez sous peu un bac brun dans lequel vous devrez déposer vos résidus alimentaires issus de la préparation des repas et des restes de table avant de les déposer à la rue le jeudi. Cette mesure permettra de réduire la quantité de déchets enfouis car vos résidus alimentaires sont transformés en compost qui peut être réutilisé en jardinage et en agriculture. Je vous remercie à l'avance de votre participation et de votre collaboration. Merci aux citoyens de ce secteur de respecter les nouveaux horaires également de collecte. Merci. Ton micro, Christine. Oui, c'est le classique. Merci, Mme Rossi. Donc, maintenant, je vais inviter Mme Bellinga à prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Parfait, très bien. Alors, le documentaire Briser le code est effectivement un documentaire tout à fait approprié considérant la situation actuelle qui sévit au Québec. Donc, suite aux événements tragiques de Joliette, en solidarité avec l'ensemble des Montréalais qui ont marché dans les derniers jours, je souhaite, à titre de conseillère municipale, adresser mes plus sincères condoléances à M. Carole Dubé, aux enfants, aux proches, à la communauté Atikamekw suite au décès de Mme Joyce Echecal. Mes pensées vont également à toutes les victimes autochtones, noires, racisées, qui ont subi des traitements différenciés et injustifiés à l'intérieur des institutions publiques québécoises. Il est évident que le racisme systémique fait des victimes. Le racisme systémique crée des tragédies humaines. Elle crée aussi des tragédies professionnelles. À titre d'élu, comme citoyen, nous devons le dénoncer et dans chacune de nos décisions, nous devons également garantir le droit au respect, à la dignité et au traitement juste de tous les Québécois, Québécoises, de tous les Montréalais, Montréalaises et de tous les Nord-Montréalais et Nord-Montréalaises. Alors, je vais aborder également un deuxième point. Il s'agit plus d'une question donc, qui s'adresse à Madame la mairesse. Donc, en juin dernier, bien sûr, nous avons été au fait du retrait de la reconnaissance de l'organisme Né Autrement. J'ai effectivement pris position et voté contre ce retrait de la reconnaissance. Depuis plusieurs mois, effectivement, il y a plusieurs enjeux. Les parents, les enfants ont marché pour dénoncer cette réalité-là. Donc, ils n'ont pas eu accès pendant l'été à leur camp de jour. Donc, c'est plus d'une 50aine d'enfants qui se sont vus privés de camp de jour. Ils n'ont pas accès actuellement à certains espaces sportifs de l'arrondissement et installations, dont le gymnase Henri Bourassa. Je crois que de toute façon, cet état de situation a été porté à l'attention de la mairesse et elle prendra les décisions appropriées par rapport à cette situation-là. Ce qui me déstabilise, par contre,
au plus haut point dans les derniers jours, les parents m'ont interpellé. Ils m'ont interpellé par rapport à un événement qui s'est produit dans notre installation le 10 novembre 2019. Ces parents, Madame la mairesse, ont allégué que lorsqu'ils étaient en action avec les enfants, donc ils jouaient au soccer, à leur activité favorite, parents et enfants, les lumières du gymnase ont été éteintes. Elles ont été éteintes pendant plusieurs minutes, mettant en danger, bien sûr, la sécurité des enfants et leur santé, puisqu'ils couraient pendant ce moment-là. Ces enfants ont dû être obligés, dans la noirceur, de récupérer leurs effets et sortir du gymnase. Ces parents demandent à ce qu'il y ait une suite à la plainte ou est-ce qu'une enquête a été menée par rapport à cette situation-là? Il est évident que comme élu municipal, c'est des allégations qui me déstabilisent et qui m'interpellent au plus haut point. Nous devons garantir la plus grande santé et sécurité à nos citoyens dans l'usage des installations de notre arrondissement. Ma question, Madame la mairesse, est-ce qu'il y a une enquête en cours concernant cet événement-là? Si tel n'est pas le cas, est-ce que la lumière peut être faite par rapport à ce dossier-là pour nous rassurer, bien sûr, à titre d'élu, mais également pour assurer ces familles et ces citoyens qui se disent injustement traités et qui remettent en question la sécurité et la santé des enfants dans l'usage et l'utilisation des espaces de l'arrondissement. Alors, merci, je vous remercie. Merci, Mme Belinga, pour votre question. Je me permettrai de rectifier certains faits que vous avez apportés en amont de votre question. Tout d'abord, les camps de jour cet été n'étaient pas effectivement offerts par l'organisme Autrement. Par contre, l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir avait des places disponibles. Il y en a eu tout au long de l'été dans un contexte de pandémie, de protection sanitaire. Donc, l'organisme s'est vraiment débrouillé pour offrir des places et il y a eu des places qui sont restées libres tout l'été. Donc, les parents avaient des alternatives pour pouvoir faire garder leurs enfants et faire en sorte qu'ils soient dans des activités durant la période estivale. Alors, de mentionner qu'il n'y a pas eu de camp de jour pour ces parents-là, ce ne serait pas tout à fait exact à mon sens parce qu'il y a, oui, des alternatives et des alternatives qui sont soutenues, entre autres, par l'arrondissement. Malheureusement, Mme Black, on parle de camp de jour. Laissez-moi terminer. Je vais juste terminer ma réponse. Je vous donnerai la parole par la suite. Pas de problème. Donc, il y avait des alternatives en ce qui concerne les camps de jour. Deuxièmement, en ce qui concerne l'accès aux locaux, ce que vous mentionnez, c'est que les parents n'ont pas accès, les enfants n'ont pas accès. Ils ont accès à travers les 100 autres organismes communautaires de l'arrondissement. Il y en a plusieurs qui sont des organismes jeunesse. Alors, actuellement, on est en train d'évaluer, en fait, avec certains partenaires qui sont intéressés à offrir des plages horaires, que ce soit en semaine ou en week-end, pour pouvoir permettre à ces jeunes d'avoir des activités. En même temps, on sait que là, encore aujourd'hui, on s'est fait annoncer qu'il y avait des fermetures et qu'il y avait des activités qui ne pouvaient pas avoir lieu. Donc, c'est sûr qu'on est dans un climat très d'incertitude, ce qui rend les choses complexes actuellement, autant avec les jeunes, avec les adultes qu'avec les aînés. Mais néanmoins, on fait vraiment notre possible pour offrir des alternatives dans un contexte où l'organisme Autrement a été, l'accréditation a été retirée. Alors, vraiment, c'est des éléments importants pour moi, pour les parents, qui puissent être au courant de tout ça et que oui, il y a des alternatives qui sont là. Et pour nous, de toute façon, la porte, elle est ouverte pour qu'on puisse les rencontrer, qu'on puisse leur parler. Concernant l'événement que vous avez échangé, que vous avez posé votre question sur l'événement du mois de novembre l'an passé, en fait, je laisserai M. Toussaint répondre à la question parce que c'est un événement qui relève de ses équipes. Il va pouvoir donner davantage de détails sur les éléments qui peuvent être mentionnés publiquement. Oui, merci Madame la mairesse. Alors, Madame Belinga, effectivement, nous avons enquêté. Nous avons rencontré les employés qui travaillaient ce jour-là. La version que vous présentez ne correspond pas à ce que nos employés nous ont dit. C'est pour ça que nous avons mis en place un processus de médiation avec l'organisme et ses employés afin de clarifier cette situation. Malheureusement, la médiation n'a pas donné les résultats escomptés. Nous restons ouverts parce que si un employé avait posé un tel geste,
vous pouvez être certaine qu'il aurait, cet employé-là, un avis disciplinaire et des réprimandes très sévères de notre part, parce que la sécurité de nos partenaires, du public, des citoyens, des enfants, est quelque chose de non négociable pour nous à l'arrondissement et dans ma direction. Parfait, merci, M. Toussaint. Oui, Mme Belinga, vous pouvez poursuivre? Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord par rapport au camp de jour. Ce n'était pas le point considérant la proposition des camps de jour qu'offrent les fourchettes de l'espoir. On se rappelle que l'organisme Né Autrement est le seul organisme qui offre des camps de jour gratuits et ce sont malheureusement 51 familles qui ont accès à ces camps de jour gratuits qui n'ont pas pu avoir usage de l'espace et des installations dans l'arrondissement. Ce sont des citoyens et des familles de l'arrondissement que j'ai rencontrés. Ils m'ont fait état des défis qu'ils ont vécus pendant cet été en n'ayant pas accès à ces camps de jour gratuits. Donc, je ne conteste pas votre analyse. Je fais juste réajuster le positionnement par rapport à ces espaces. Et on sait qu'on est dans le nord-est, les défis, la vulnérabilité est majeure. Lorsqu'on retire des services pour les familles, c'est des services excessivement préoccupants. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'entends, M. Toussaint, qu'il y a une enquête, les services ont signifié une autre version. Moi, je voudrais simplement dire que ce sont plusieurs parents. Il y avait 25 enfants et plusieurs parents dans cet espace-là qui émettent le même commentaire. Donc, je crois qu'il va falloir effectivement qu'il y ait, dans la mesure du possible, une véritable médiation pour entendre les parties. Ça ne m'appartient pas, mais j'avais l'obligation de porter la voix de citoyens du nord-est, de Montréal-Nord, qui vont interpeller à cet effet. Alors, je vous remercie. On vous remercie, Mme Belinga, à ce sujet. Vous comprendrez qu'il y a certains éléments que M. Toussaint ne peut pas mentionner parce que c'est préjudiciable. Il y a des poursuites, en fait, que l'organisme a menées vers l'arrondissement. Donc, c'est sûr qu'on doit être prudent sur les informations qu'on donne de façon publique. En même temps, j'aimerais quand même rectifier encore une fois des informations que vous mentionnez dans votre dernier commentaire sur le fait que l'organisme Né Autrement offrait les seuls camps de jour gratuits. Je tiens à mentionner que les camps de jour qui sont offerts par, entre autres, l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir sont, oui, payants, donc à 20 $ par semaine par enfant, qui, je tiens à le rappeler, est le montant le moins élevé ou un des moins élevés à travers l'île de Montréal pour des camps de jour pour le montant à chaque semaine, et que les parents ont accès à un feuillet qui leur permet de faire une demande, lorsqu'ils font leur déclaration d'impôt, ils peuvent le déposer, ce qui fait en sorte que, bien entendu, moins le revenu familial est élevé, plus les retours d'impôt sont importants. Je suis consciente que ça engendre, par contre, un avancé. Les parents doivent avancer l'argent quand même, ce qui crée certains défis pour plusieurs, mais je tiens quand même à dire que pour nos parents les moins bien nantis de l'arrondissement, les retours d'impôt sont considérables et ça fait en sorte que sans être nécessairement gratuits, les camps de jour sont relativement peu élevés. J'ai M. Sari qui souhaitait… Madame Black. Juste un instant, j'ai M. Sari qui souhaitait prendre la parole. Oui. Madame Black, je vais prendre votre intervention après Mme Belinga. Oui, parfait. Mais justement, Mme Black, vous l'avez souligné, mais on est très, très content d'entendre Mme Belinga, d'être préoccupée, d'avoir une enquête, mais soyez sûrs et certaines aussi, nous aussi, comme équipe, on a demandé les mêmes questions que vous avez demandées. Et je suis aussi… je vous félicite du fait que vous êtes en contact avec les parents. Ben, encore une fois, j'aimerais bien le rappeler, ben, notre équipe est aussi en contact avec les parents et on a les éléments, le son de cloche, puis on écoute ces gens-là. Il y a d'autres personnes qui nous écoutent aujourd'hui dans notre conseil d'arrondissement. Je veux juste rectifier les faits. Moi aussi, je suis allé rencontrer les parents, puis ce qui leur importe le plus, c'est le bien de leurs enfants. Là, vous parlez de deux éléments sur lesquels notre arrondissement travaille très, très fort d'offrir les meilleures activités à moindre coût à nos jeunes. Cependant, vous avez aussi mélangé le fait de parler d'un organisme qui n'est plus reconnu. Alors, si vous êtes préoccupé par le fait d'une enquête, on l'a fait déjà en amont, Mme Belinga, mais je pense que M. Toussaint a déjà répondu. Je remercie Mme Black de m'avoir offert la parole.
Parfait, merci, M. Sari. Avant de donner la parole à Mme Belinga, je demanderai aux interlocuteurs de lever leurs mains s'ils veulent prendre la parole, parce que j'ai reçu des messages textes, mais on va concentrer sur l'option « Lever la main » sur Zoom. Ce sera plus facile pour moi pour l'animation. Alors, Mme Belinga, vous pouvez poursuivre. Oui, je voulais juste réitérer que les camps de jour des fourchettes de l'espoir ne sont pas des camps de jour gratuits. Effectivement, il y a l'enjeu de la fiscalité pour chaque personne qui demande selon ses revenus ce feuillet-là. Par contre, il y a une portion qui n'est pas gratuite et l'enjeu d'avoir à débourser, malheureusement, pour les familles, la liquidité est une réalité qu'il faudrait peut-être adresser et c'était l'objet également quand je vous ai interpellé par rapport à la pétition, qu'on regarde les meilleures alternatives pour faciliter vraiment l'accès à nos familles. Donc, ça, c'est la première chose. Monsieur Sari, à mon avis, ce n'est pas parce qu'un organisme n'est plus reconnu par l'arrondissement que les parents n'ont pas le droit à des réponses. Donc, si effectivement l'administration a fait enquête, qu'il y a des enjeux liés à cette réalité-là, je crois que les deux parties doivent être entendues en bonne et due forme et qu'une réponse soit apportée simplement aux parents considérant cette situation-là. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Belinga. Et je vous dirais qu'on a la même préoccupation de donner les informations aux parents et on est en communication avec eux. Donc, merci pour votre intervention. On va maintenant passer à au point qu'on va continuer avec le 10-03, qui est la période de questions du public. Alors, étant donné que le conseil se déroule à distance et sans public, les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par courriel et téléphone. Nous vous remercions d'avoir utilisé exceptionnellement ces deux voies pour ce faire. Je tiens à rappeler que les règles restent les mêmes et que la durée de la période de questions est de 30 minutes, qui peut être allongée par bloc de 15 minutes. On a reçu, donnez-moi un instant, je passe d'un document à l'autre. Donc, 9 questions aujourd'hui. Alors, je vais nommer la personne de qui vient la question. En fait, c'est Mme Bergeron qui va, c'est à moins que je me trompe. Donc, Mme Bergeron. Oui. C'est vous. Là, Mme Papineau, votre main est levée. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Je voulais juste rappeler la séance extraordinaire à 19h30. Oui, ben en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait suspendre après la période de questions du public. Je comprends que ce serait préférable de le faire après, c'est ce que je comprends? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même un avis de convocation qui a été fait pour 19h30 pour les gens qui voudraient se joindre juste pour le budget. Qu'après, on pourrait revenir avec la période de questions des citoyens pour la séance ordinaire. Excellent. Donc, ce qu'on va faire... Excellent. Merci, Mme Papineau, pour m'avoir signalé l'heure. Quand on anime, des fois, on oublie ce petit détail. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est suspendre la séance du conseil régulier. Vous restez en ligne, on ne bouge pas, c'est le même endroit. C'est juste qu'on va suspendre pour ouvrir la nouvelle séance. Donc, je suspends officiellement le conseil régulier. Et on plonge donc directement dans la séance extraordinaire du conseil. Donc du 5 octobre à 19h30, qui avait été convoqué pour le budget. Alors, donc, je vais m'installer. Excellent. Donc, on va, changer de document. Alors, vous avez dans la deuxième image du PowerPoint l'adresse où on vous invite à envoyer des questions. Vous allez voir dans cette séance, c'est une séance particulière, donc c'est une séance extraordinaire pour vous présenter le budget. De façon générale, on fait ça ici dans la salle du conseil et les gens peuvent, dans le fond, quand on suspend le conseil régulier, ensuite on prend l'autre, les gens viennent par la suite de notre présentation faire au micro, poser leurs questions. Dans le contexte actuel où on ne peut pas être en séance présentielle, à ce moment-ci, on vous invite à envoyer vos questions durant la séance à cette adresse que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, changer le PowerPoint pour la deuxième page? Merci. Donc, pour la période de questions, exceptionnellement, pour la séance du budget, vous devez écrire à arrondissement.mtlnord@gmail.com. Alors, ce que mon équipe va faire, c'est prendre vos questions et les mettre dans un document auquel je vais avoir accès et ça va faire en sorte qu'on va être en mesure de pouvoir
répondre, dans le fond, à vos questions. Et je tiens vraiment à mentionner que ces questions, c'est qu'on va prendre tout au long de la séance et uniquement sur le budget. Les questions pour le conseil régulier, les personnes avaient jusqu'à 19h à 18h45 pour les transmettre. Alors donc, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de la présentation et même au début de la période de questions, si vous avez des questions sur le budget, des préoccupations, on vous invite à envoyer vos questions sur ce sujet à cette adresse pour nous permettre en fait de vous répondre exceptionnellement cette année avec cette séance qui sera virtuelle. Alors donc, au point 10, sujet d'ouverture, j'appelle donc le 10.01. Si vous permettez, Madame la mairesse, on va déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 octobre à 19h30. Quelqu'un pour proposer? Oui, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Donc, en synchronisation, proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Alors, donc, au point 30, administration et finances, le budget 2021. Alors, avant de passer à l'adoption, je vais vous en faire la présentation avec un énorme plaisir. Donc, vous pouvez avancer le PowerPoint. Je vais plus vite que notre technicien. Alors, donc, grandes orientations budgétaires. Bien, premièrement, respecter la capacité de payer des contribuables, maximiser les revenus locaux autres que la taxation, prévoir une provision pour les dépenses COVID. Oui, c'est ça. Vous pouvez revenir, grandes orientations budgétaires dans le PowerPoint. La première page. Juste revenir avant, à la page 7. Voilà. Excellent. Alors, prévoir une provision pour les dépenses. Voilà. Et juste un instant. Alors, voilà. Donc, juste un petit instant. J'espère que j'ai tout imprimé. Bon, juste un instant, je vais suspendre la séance parce qu'il me manque définitivement un document. L'introduction n'est pas là, alors je vais revenir dans un instant. On va suspendre. Super. Alors, bonjour à tous. On revient en séance extraordinaire pour le budget. Vraiment, je tiens à présenter mes excuses. Il y avait quelques versions qui circulaient et visiblement, il y avait une version que j'avais avec moi qui n'était pas la dernière. Donc, je vais poursuivre donc à la page numéro 7 avec les grandes orientations budgétaires. Donc, avec les notes, avant d'arriver au transfert, voilà, à la page 7, s'il vous plaît. Excellent. Donc, ainsi, pour arriver au budget que nous vous présentons ce soir, vos élus de Montréal-Nord ont fait part de grandes orientations de notre administration de l'arrondissement. Les directions se sont vues imposer des contraintes importantes pour limiter l'augmentation des charges fiscales à 2 %, soit le taux d'inflation. Évidemment, ces contraintes ne devaient en aucun moment diminuer le niveau de services municipaux de base offerts à la population nord-montréalaise. Le budget inclut notamment un montant de 300 000 $ pour les dépenses supplémentaires découlant de la pandémie. On passe maintenant à la page numéro 8. Donc, ce sont là les grandes priorités de l'arrondissement. À cela, on peut aussi ajouter une grande préoccupation aux services offerts aux aînés, mais aussi à nos tout-petits, notamment dans leurs déplacements autour des écoles. Nos priorités d'action continueront également de se déployer au niveau de la sécurité publique avec nos partenaires communautaires et institutionnels et bien sûr avec le service de police de la Ville de Montréal via le PDQ 39. On passe maintenant à la 9. Donc, comme je le disais tantôt, donc les sources de revenus, les budgets des directions, la nature des dépenses et l'évolution des effectifs, c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines présentations. Donc, à la page 10, comme je le disais, les transferts centraux sont notre principale source de revenus et les transferts centraux qui représentent près de 75 % de notre budget. Ils ont augmenté de 545 300 $ par rapport à 2020, soit 1,7 %.
À ce moment-ci de la présentation, je tiens à souligner que l'arrondissement de Montréal-Nord, les élus et la direction travaillent de façon acharnée, je dirais même quasi obsessionnelle, à faire valoir à la Ville-Centre que nous sommes sous-dotés et que nous avons besoin de plus pour accomplir notre mission de pourvoyeur de services municipaux. Les citoyens nord-montréalais ont droit de recevoir le même niveau de service que ceux partout sur le territoire montréalais. C'est une question d'équité. En 2020, par exemple, les arrondissements ont reçu en moyenne 375 $ par citoyen en transferts centraux. Du point de vue de Montréal-Nord, pour sa part, on a reçu de notre côté 355 $ par citoyen, donc un écart de 20 $ par citoyen, ce qui représente 1 758 600 $. C'est 4 de notre budget, 1,7 million de plus de services. Vous imaginez qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça? 1,7 million moins de taxes, 1,7 million pour faire face aux imprévus, autant d'opportunités d'améliorer notre sort auquel on nous prive. L'augmentation des transferts centraux ne couvre même pas l'augmentation des dépenses de rémunération qui nous sont imposées par les conventions collectives. Pour compenser ce manque à gagner, il nous a fallu approprier plus de surplus que l'an dernier, soit 20 % de plus, et exiger un difficile exercice de contraintes budgétaires dans les dépenses des directions d'arrondissement. Au niveau de la taxation locale, l'augmentation de la charge fiscale moyenne des propriétaires d'immeubles résidentiels et non résidentiels est estimée à moins d'1 %. Dans certains cas, des propriétaires verront même leur compte de taxes diminuer pour 2021. L'occupation du domaine public, les demandes de dérogation mineures, les travaux effectués par l'arrondissement, comme par exemple les branchements d'égouts, les locations d'installations, les amendes de bibliothèque sont des exemples de tarification locale. On passe maintenant à la page 11. Alors, vous avez donc l'image, en fait, des sources de revenus. Vous voyez que la majorité, c'est des transferts centraux. On poursuit avec la page 12. Donc, c'est les budgets par direction. Alors, donc, vous voyez les écarts entre 2020 et 2021. Le budget 2021 augmente donc de 1 million par rapport à celui de 2020, soit de 2,4 %. Cela s'explique, entre autres, par l'augmentation prévue aux conventions collectives de nos employés, également l'animation, l'entretien et la gestion du nouveau pavillon du parc Henri Bourassa, qui a un coût évalué de 310 000 $ par année. Également une provision pour les mesures sanitaires accrues compte tenu de l'état actuel de la pandémie. Donc, c'est un montant de 308 000 $ qui a été budgété. N'eût été ces deux derniers montants, l'augmentation du budget aurait été légèrement en dessous du 1 %. Donc, à la page suivante. Vous voyez donc les budgets par direction. La direction des travaux publics représente 43 % du budget d'opération et 40 % des effectifs. Les équipes des travaux publics, sous la direction de M. Bédard, travaillent fort à livrer plusieurs services de première ligne. Les activités suivantes sont de la responsabilité de cette direction: déneigement, collecte des déchets, des matières recyclables, des résidus de table et de jardin et des encombrants, aqueducs et égouts, entretien des parcs et espaces verts, propreté et réparation des bâtiments. On peut passer à la page suivante. Page 14. Alors ici, on a les grandes familles de dépenses. Alors la baisse de 300 000 $ des autres dépenses s'explique entre autres par l'imputation des camps de jour. Par le passé, la dépense de camps de jour était considérée comme une contribution. En 2021, cette dépense est présentée à la rubrique honoraires professionnels et services techniques. C'est dans cette rubrique que se trouve la provision COVID-19 de l'ordre de 300 000 $ et qui accapare près de 1 % du budget. Pour la famille haute dépenses, nous présentons la somme de 2 millions. Je tiens à attirer votre attention que ces sommes sont distribuées aux organismes reconnus par notre arrondissement et se trouvant sur notre territoire. Il s'agit d'organismes de tout genre, aînés, jeunesse, sportifs, développement économique, etc. La moyenne montréalaise est de 1 700 000 en 2020. Donc, Montréal fait vraiment un effort supplémentaire dans le contexte qu'on connaît. À la page suivante. Donc, les grandes familles de dépenses. Alors, donc, la rémunération, comme vous le voyez, constitue 74 % de notre budget. Donc, c'est la portion de la tarte bleue. L'augmentation de 3,6 % s'explique en grande partie par l'application des diverses conventions collectives et les différentes contributions de l'employeur. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une part substantielle de notre budget. C'est assez évident. Fait à remarquer, nous présentons un budget qui augmente de 2,4 %, incluant les dépenses liées à la COVID, par rapport à 2020. Et ce, malgré cette augmentation de 3,6 % au chapitre de la rémunération qui prend cette part importante de notre budget.
À la page suivante, nous avons l'évolution des effectifs. Donc, il y a eu des réaménagements de postes qui ont permis, entre autres, de créer une structure visant à améliorer les relations avec les citoyens. D'abord, un chargé de communication viendra supporter l'équipe en place, entre autres dans l'exploitation des médias sociaux. Un agent de projet, promotion et événements, portera main-forte aux membres de la division culture et événements dans la planification et la réalisation des nombreux événements organisés par l'arrondissement au bénéfice des Nord-Montréalais. Un agent de liaison info-travaux pour tenir informés les citoyens impactés par les travaux multiples, les écouter et répondre à leurs préoccupations. Et finalement, un agent de liaison intervenant social qui travaillera de pair avec les inspecteurs qui font parfois face à des situations difficiles. On va passer à la page suivante. Donc, le programme décennal d'immobilisation 2021-2030. Alors, vous devez savoir que c'est une nouveauté cette année. Habituellement, on parlait de plan triennal d'immobilisation et la Ville-Centre, maintenant, nous amène à travailler un plan décennal, donc sur une dizaine d'années. Alors, donc, c'est la liste des projets que l'arrondissement entend réaliser au cours de la période 2021 à 2030 dans le cadre de son plan stratégique 2016-2025. Ces projets seront financés, entre autres, par des règlements d'emprunt, des surplus affectés et non affectés, le fonds de roulement, mais également le budget de fonctionnement. Notons que les règlements d'emprunt sont à la charge des payeurs des taxes nord-montréalais. Les surplus sont constitués d'excédents budgétaires des années antérieures et le fonds de roulement, lui, sert à financer des projets d'immobilisation peu dispendieux. Le financement se fait sur un maximum de 5 ans et il est renfloué annuellement par le budget d'opération. En 2021, le refoulement sera de 109 000 $. On passe maintenant au PDI, les principes directeurs. Donc, premièrement, nous souhaitons moderniser les parcs et les chalets de parc. On en parlait un peu plus tôt dans le conseil. Deuxièmement, vous pouvez passer à la page suivante, à la page 20. Deuxièmement, pallier à une lacune d'entretien de nos installations. Ensuite, offrir des espaces publics plus verts pour lutter contre les changements climatiques et les îlots de chaleur. Confirmer l'engagement de l'arrondissement envers la jeunesse et les aînés. Améliorer l'aménagement urbain sur tout le territoire. On parle de rues, de places et de parcs. Et finalement, poursuivre des projets en cours. À la page suivante, on est au niveau des priorités 2021-2030. Donc, Montréal-Nord est ambitieux, comme je le disais un peu plus tôt, et travaille à offrir à ses citoyens un milieu de vie qu'ils méritent en tant que Montréalais. Comme je le disais pour le budget, des retards historiques d'investissement au niveau des bâtiments et des parcs nécessitent un rattrapage important. Une enveloppe de 500 000 $ a été prévue pour des projets ponctuels. Ce budget pourrait, par exemple, servir dans le dossier de sécurisation des déplacements, aménagement de corridors scolaires, installation de dos d'âne, construction de saillies, également amélioration des parcs avec des aménagements de sentiers, des ajouts de mobilier urbain et amélioration de l'éclairage et de la visibilité, etc. En passant à la page suivante, donc au niveau des parcs et des espaces verts, donc ce qu'on souhaite, c'est faire la mise aux normes et rénovation des chalets de parc. D'abord, le parc de Charleroi, le parc Le Carignan, la planification en 2021 de l'agrandissement du chalet du parc Saint-Laurent pour une réalisation en 2022, la planification en 2024 du chalet du parc Ottawa pour une réalisation en 2025. Au niveau de la page suivante, la page 23, donc parc et espaces verts, la suite, donc l'aménagement des parcs et espaces verts du parc Émile-Léonard, la phase 2 en 2021, le parc Henri Bourassa, terrain de basket en 2022 et terrain de bocce en 2023, Maison Brillon-du-Lapierre en 2021, aire de repos l'Archevêque en 2021, le parc Maurice-Bélanger, jeux d'eau en 2021, le parc École Jules Verne en 2021 et finalement le parc Pilon, planification en 2023 pour réalisation en 2024. Montréal-Nord connaît le plus faible ratio de superficie de parc par 1000 habitants de tous les arrondissements de Montréal. En effet, nous avons 5149 mètres carrés, voilà, versus une moyenne montréalaise de 24 412 mètres carrés. Montréal-Nord travaille à acquérir des terrains pour en faire des parcs de proximité et ou des espaces verts. Plusieurs terrains ont été acquis en rive de la rivière des Prairies pour améliorer le milieu de vie de nos citoyens. Par exemple, au parc au coin Edger, l'Archevêque, Maison Brillon-du-Lapierre. On passe à la page suivante. Donc, continuer l'aménagement urbain et la réfection routière. Donc, rue de Charleroi, aménagement du domaine public, les fûts et les fosses de plantation, les ruelles vertes, la réfection de la rue Jubinville en 2021, suivie par les rues Matte, Lapierre et Monty,
aménagement de Placette sur le boulevard P9, au coin de Saint-Rémy en 2021, Galiléon en 2021 et Martial en 2022. Au niveau de l'espace Saint-Rémy, l'arrondissement tient à souligner par ce projet, entre autres, sa reconnaissance à l'OSM et à son chef Kent Nagano pour avoir parrainé l'école Saint-Rémy. Et quand ce qui concerne les ruelles vertes, Montréal-Nord a un programme de ruelles vertes depuis 2016. De nouvelles ruelles seront aménagées en 2021. À date, c'est 15 ruelles qui ont été aménagées sur notre territoire. On passe à la page suivante. Au niveau des bâtiments municipaux, en 2021, les travaux suivants sont prévus. Alors, à la mairie, la réfection de la toiture et remplacement de la climatisation. Les travaux publics, remplacement de la climatisation. La bibliothèque Henri Bourassa, réfection de la toiture et du plancher. La bibliothèque Yves Ryan, réfection de la toiture et autres améliorations. Le bureau de la culture, sport, loisirs et développement social, le réaménagement des bureaux. Et l'entrepôt des parcs, correction du chauffage et de la ventilation. Nos bâtiments se sont vus négligés au fil des années. Des mises aux normes, des toitures, des systèmes de ventilation, des alarmes d'incendie, etc. sont requises actuellement et c'est pour cette raison qu'on fait ces investissements. On peut donc poursuivre à la page 26 pour les bâtiments municipaux. Donc, en 2022, les travaux suivants sont prévus. Aréna Roland, réfection de la toiture et remplacement du système mécanique. Garage municipal, poursuite de la réfection de la toiture. On passe à la page 27. Donc, c'est la répartition des investissements, que ce soit par la mise en valeur du territoire, les parcs, les bâtiments, les réfections routières et également l'informatique. Donc, comme vous pouvez le constater, l'accent est mis en 2021 sur les chalets de parc et les bâtiments administratifs qui en ont grandement besoin. Cela ne veut pas dire pour autant que nous négligerons nos autres actifs. Nous occuperons aussi des rues, de nos ruelles. Nous souhaitons améliorer et augmenter les aires de jeu pour nos enfants et nos jeunes, sans oublier nos aînés. Notre grande priorité est de protéger nos actifs existants comme élus responsables. On passe donc à la page 28. Donc, c'est le financement des projets, alors qui sont par fonds de roulement, surplus et réserve, également les règlements d'emprunt à adopter. Donc, vous avez les différents montants à l'écran. On passe à la page 29. Donc, les niveaux d'emprunt fixés par la Ville de Montréal, donc vous les avez également. Donc, pour les bâtiments, les programmes de développement, les parcs, les réfections routières, donc les montants sont inscrits donc de 4 214 000 millions, en fait, 4 214 000, voilà, dollars par année. Donc, 4 règlements d'emprunt devront être adoptés pour financer en partie les dépenses prévues. Pour conclure, nous nous apprêtons à voter ce soir pour un budget de fonctionnement 2021, un PDI 2130, qui est responsable, rigoureux et qui respecte le portefeuille des Nord-Montréalais, qui est sous le signe de la continuité, qui reflète les besoins et les aspirations exprimées par les citoyens nord-montréalais, avec lesquels on poursuit nos engagements du plan Priorité Jeunesse, où l'on investit dans les parcs, les espaces publics et la lutte au changement climatique en continuant à verdir et à planter des arbres, avec une vision à long terme, avec des mises à niveau et l'entretien de nos actifs. On investit maintenant pour maintenir nos actifs en bon état. L'investissement d'aujourd'hui est une économie pour le futur, un budget aligné sur nos priorités établies dans le plan stratégique Oser ensemble. Avant de passer à la période de questions, je tiens à remercier tous les employés, les équipes de direction et à la tête de ces équipes, notre directrice d'arrondissement, Mme Rachel Laperrière, pour avoir mis l'épaule à la roue à confectionner ce budget. Je tiens à remercier plus spécialement Mme Claire Vassar pour son infatigable dévouement à la tâche pour arriver, parfois en naviguant en eau trouble, à nous concocter un budget équilibré qui respecte les orientations budgétaires présentées par les élus. Parlant d'élus, je tiens aussi à remercier mes collègues pour leur immense ouverture et participation dans l'aboutissement de ce budget et de ce plan d'investissement. On passerait donc maintenant à la période de questions. Donc, je vais me diriger dans le document pour vérifier s'il y a des questions qui sont rentrées. Madame Miazarek me mentionne qu'il y a une question, donc je vais attendre qu'elle arrive. Alors, donc, la question vient de Mme Naïla Paiement. Alors, bonjour, voici nos questions. Pourquoi avons-nous un des plus hauts taux de taxation pour les services d'arrondissement? La Ville-Centre a annoncé un gel de taxes. L'arrondissement fera-t-il de même?
Est-ce que le rôle foncier sera appliqué, donc augmenté comme prévu? Y a-t-il un poste budgétaire prévu pour le transport actif et cyclable? Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, il y a plusieurs questions. En fait, il y en a 4 de ce que je vois. Alors, en ce qui concerne la première, pourquoi avons-nous un des plus hauts taux de taxation pour les services? Juste un instant. Pour les services d'arrondissement, en fait, bon, il faut savoir que ce sont des taux qui datent de là très, très longtemps pour Montréal-Nord. Et en fait, je vais d'ailleurs inviter Mme Vassar et Mme Laperrière à compléter là, mes informations. Il faut savoir qu'on a vraiment tenté dans les dernières années de le stabiliser, même de le diminuer au niveau de la taxation locale. C'est des éléments importants et en même temps, il faut se mettre en perspective, comme je le mentionnais d'emblée, que les transferts centraux sont très bas à Montréal-Nord. On se rappelle 350 $ par citoyen au lieu de 375 $ par citoyen en moyenne à Montréal. Donc, nos transferts sont bas. Donc, on fait face vraiment à des défis au niveau du budget. Madame Laperrière, est-ce que vous voulez, ou Madame Vassar, compléter mon intervention? Madame la mairesse, j'aimerais dire que ces taux datent effectivement de plusieurs années avant même votre administration. C'était à Montréal-Nord l'un des taux les plus élevés, sinon le plus élevé de taxes locales. Quand la ville de Montréal a été créée, l'arrondissement, qui était une ville à l'époque, Montréal-Nord, n'avait aucun plan triennal d'immobilisation et son budget était un budget frugal, dirons-nous. Et ça a été l'historique de la création du budget de Montréal-Nord. Alors, Montréal-Nord a été créé dans la grande ville de Montréal avec ce budget très mince et a dû composer avec. C'est ce qui fait que les administrations qui vous ont précédé ont décidé de taxer localement pour compenser pour la faible contribution de la Ville de Montréal en matière de transfert pour l'arrondissement de Montréal-Nord. En fait, l'arrondissement de Montréal-Nord reçoit par citoyen un montant qui n'est pas à la moyenne des autres arrondissements. On est sous la moyenne. Donc, chaque citoyen, si on évalue sa valeur en termes de transfert, il y a des arrondissements comme l'arrondissement du Sud-Ouest ou l'arrondissement de Saint-Laurent où le citoyen reçoit par tête de citoyen plus que dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Alors donc, nos transferts sont peu élevés et c'est par la taxation locale qu'on est obligé de compenser. On est au 8e rang des plus faibles transferts à la Ville de Montréal. Il y a des arrondissements qui en ont encore moins par citoyen, mais la moyenne des transferts est 35 500 000 et c'était cela en 2020. Alors, en 2021, ça va être plus élevé. Alors, je vous donne un exemple par rapport à ce que nous vivons. Peut-être que Claire peut ajouter une information. Absolument. Je voudrais mentionner que pour se comparer à d'autres arrondissements, je peux vous dire que Saint-Laurent reçoit 509 $ par citoyen. Rivière des Prairies, Pointe-aux-Trembles, 421 $. Et la Chine, 466 $. Pour vous donner des idées, là, nous, on n'a reçu que 355 $. Merci, Madame Vassar. Donc, ça illustre en fait la situation dans laquelle on est actuellement. Alors, en ce qui concerne la deuxième question par rapport au gel de taxes, bon, l'arrondissement, on ne peut pas se permettre un gel de revenus de taxes local parce que nous, en fait, ce n'est que la taxe locale pour laquelle on a un pouvoir. Néanmoins, l'arrondissement a décidé de ne pas augmenter son taux de taxe, ce qui, en réalité, donne en moyenne une augmentation des taxes sous notre contrôle de 2,6 %. Les transferts de la ville vers l'arrondissement ne sont pas à la hauteur des besoins. On en parle depuis tantôt. Et Montréal-Nord se situe d'ailleurs au 8e rang des plus faibles transferts. Vous parliez de est-ce que le rôle foncier sera appliqué, donc augmenté comme prévu? Alors, il faut savoir que le rôle d'évaluation est un rôle qui est triennal. Alors, les variations des évaluations foncières sont réparties sur 3 ans. 2021, en fait, c'est la deuxième année de l'évaluation du rôle. Donc, oui, la valeur foncière va augmenter, mais à un taux moindre que dans la plupart des arrondissements pour ce qui est de Montréal-Nord.
Enfin, le poste budgétaire pour les transports actifs, bien entendu, le transport actif, le développement durable et la lutte au changement climatique sont au cœur de nos priorités, comme je le mentionnais un peu plus tôt dans la présentation. Il faut savoir aussi que l'aménagement de pistes cyclables, entre autres sur des rues artérielles, relève également des investissements du central et donc sur lesquels ce n'est pas rattaché à nos budgets en arrondissement. Donc, ça répond à cette question. Est-ce que je vais vérifier auprès de ma secrétaire si on en a reçu une autre? Madame Miezarek, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui sont rentrées par courriel? Non, aucune autre question, Madame. Aucune question. Parfait. Donc, j'attendrai peut-être une petite minute là, pour laisser le temps aux gens d'envoyer leurs questions. Vous comprendrez que c'est une situation très exceptionnelle de prendre des questions en temps réel. Je peux comprendre que les gens, parfois, ne tapent pas aussi rapidement. Donc, on va se laisser une petite minute pour voir si d'autres questions entrent. Alors, Mme Miezarek, toujours aucune question? Non, toujours aucune autre question. Parfait. De toute façon, donc, c'est ce qui mettrait fin à la période de questions pour le budget. De toute façon, s'il y a d'autres questions qui entrent, ne soyez pas préoccupés. On va y répondre autrement. Ce ne sera pas ici en direct à la séance du conseil, mais entre les séances, vos élus travaillent et vont pouvoir répondre à vos questions également. Donc, je vais... On va retourner dans le PowerPoint à ce moment-là. Donc, pour la période de questions, on passerait donc au point 30.01. On vous demande d'approuver et de transmettre le budget de fonctionnement 2021 de l'arrondissement de Montréal-Nord. Propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. On passerait maintenant au 30.02. On demande d'approuver et de transmettre le programme décennal d'investissement pour l'exercice 2021-2030 de l'arrondissement de Montréal-Nord. Propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. Et donc, on avait la période de questions qui était au 70-01, mais vous comprendrez qu'on le fait avant l'adoption pour pouvoir répondre à vos questions advenant qu'il y en ait. Alors, donc, c'est ce qui met fin à la séance extraordinaire pour le budget. On y est arrivé en un morceau. Alors, donc, je vais simplement mettre mes documents sur le côté. Alors, on va replonger maintenant dans la séance du conseil régulier. Donc, on va... donc, la levée de la séance extraordinaire. Madame Papineau, est-ce que vous aviez besoin d'une proposition ou ça convient? Oui. On peut faire une proposition pour la levée de la séance extraordinaire. Et je la propose. Monsieur Sari. Et appuyé par? J'appuie. Par Monsieur Poirier. Proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. Alors, Madame Black, si oui. vous me permettez, je voulais juste me joindre à votre voix pour remercier vraiment le travail exceptionnel là, de toute l'équipe de l'arrondissement, direction et employés. Également, la collaboration de l'ensemble des élus aussi. C'est un moment important et on sait qu'avec le contexte de la pandémie, c'était d'autant plus exigeant. Donc, voilà, je tiens à remercier tout le monde. Merci beaucoup, Mme Belinga. Et je suis persuadée que tous les élus partagent ces mots et vraiment, on remercie nos équipes parce que le budget, c'est toujours une étape très fastidieuse pour toute organisation. Et comme vous le dites, cette année, dans le contexte de la COVID, où nos services ont été vraiment bouleversés avec toutes les interventions et toutes les demandes qu'on a reçues dans les mois de avril, mai, juin. Ça fait en sorte que cet été, les équipes ont dû reprendre vraiment à bras-le-corps toute la composition et la mise en place du budget dans un contexte où les énergies étaient moins élevées, disons, après une période aussi difficile qu'on avait vécue. Et malgré cela, on est arrivé à date à bon port et vraiment, merci à Mme Laperrière, merci à Mme Vassar. C'est un exercice fastidieux, mais vraiment, vous l'avez relevé avec brio et je tiens d'ailleurs également à souligner le travail de mon collègue M. Sari qui est le responsable, l'élu responsable au niveau administratif pour son travail et ses rencontres, de même que M. Purcell, le directeur de cabinet, qui a été très, très engagé, très investi
dans la réalisation, concocter là, tout ce budget pour qu'il soit équilibré et qui corresponde bien aux préoccupations des élus, par la force des choses, aux préoccupations des citoyens de Montréal-Nord. Alors, on vous lève notre chapeau. Merci et encore une fois, bravo. Alors donc, comme la séance, Mme Papineau, vous avez toujours la main levée. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Non, ce n'est plus d'actualité. Excusez-moi, j'ai oublié de... Aucun problème. On voulait simplement être certaine. Donc, effectivement, on va passer donc au 10.03, qui est la période de questions de la séance régulière. Donc, je retourne. À la séance donc du 5. Donc, pour la période de questions, on va procéder de façon différente que les dernières séances parce que vous comprendrez que c'est une nouvelle façon. On s'ajuste en cours de route et lors des dernières séances, il y avait plusieurs questions. Il y en avait plus d'une vingtaine. Donc, je lisais la question, j'y répondais. Donc, c'est très exigeant. Alors, aujourd'hui, je partage donc la tâche avec Mme Bergeron, notre agente de recherche qui va lire vos questions et par la suite, je pourrai répondre à tour de rôle et demander également aux services ou aux partenaires qui sont présents de pouvoir vous répondre. Alors, donc, vous êtes prête, Mme Bergeron? Oui, je suis prête. Excellent. Alors, je vous laisse aller pour nommer, en fait, le nom du citoyen, de même que son intervention. Parfait. Alors, Madame la mairesse, pour la première question, cette question nous provient de M. Sylvain Roy. Sa question va comme ci. Bonjour, j'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant. Depuis le changement d'orientation du boulevard Gouin, cela cause des bouchons monstres à l'intersection P9 et Henri Bourassa. Dès que l'on a eu à subir plus ou moins 50 travaux lors de la réfection de l'intersection, puis ensuite des travaux sur P9, pourriez-vous diminuer un peu les contraintes? Étant moi-même un utilisateur de la piste cyclable sur le boulevard Gouin, j'ai souvent constaté que cyclistes et joggeurs ont toujours fait bon ménage sur cet axe. Pas besoin de tout chambouler la circulation de cette intersection névralgique ainsi que les horaires serrés de centaines d'utilisateurs du réseau routier pour une vingtaine de joggeurs. Merci pour votre temps et votre compréhension. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, M. Roy, pour votre question. Vous n'êtes pas le premier citoyen à nous interpeller pour les problématiques au coin d'Henri-Bourassa et P9. Le premier élément, en fait, que vous devez déjà avoir constaté, c'est que la piste cyclable qui était sur le boulevard Gouin a été, en fait, la piste cyclable qui était très large avec le sens unique a été démantelée dans les derniers jours. Et donc, ce qui fait en sorte que le boulevard Gouin est redevenu à double sens. Par contre, vous pourrez constater que dans les prochains jours, il y aura tout de même des fermetures en dessous du pont reliées aux travaux du pont P9. Alors, malheureusement, il y a des éléments à l'intérieur de ça pour lesquels on est tributaire de tout ce qui se passe avec le pont. Hein. Ce n'est pas nous qui contrôlons ces travaux-là. Alors, on sait que c'est une intersection qui est très chargée, qui est très sollicitée au coin d'Henri-Bourassa et P9. C'est très difficile pour les citoyens. C'est également pour nous. On passe par là, nous aussi. Et on a encore quelques années devant nous avec les travaux du pont P9. On en parle régulièrement. Et ça fait en sorte que, dans le fond, à terme, les travaux, lorsqu'ils seront terminés, il y a une nouvelle configuration complète de l'intersection, de même que la mise en service du service rapide de bus qui devrait grandement améliorer la circulation dans le secteur. On doit également se parler, en fait, du fait que il y a le chantier du MTQ et également, nous, dans le fond, ce qu'on veut vraiment s'assurer, c'est maintenir la sécurité et faire en sorte d'améliorer le bilan de cette sécurité et de la qualité du cadre de vie des citoyens, notamment par des aménagements appropriés, donc que ce soit entre autres sur le boulevard Gouin ou dans les secteurs adjacents. Donc, vraiment, c'est une situation pour laquelle on est très sensible et qu'on est à votre écoute. Avant de poursuivre, Mme Bergeron, j'inviterai mes collègues, s'il y en a qui souhaitent faire des ajouts, vous pouvez lever la main. Comme ça, je vais pouvoir le voir. Merci beaucoup. Alors, donc, vous pouvez poursuivre, Mme Bergeron. Parfait. Pour la deuxième question, donc, il s'agit d'une question de Jean-François Gagné. Depuis que la voie active sécuritaire a été démantelée, c'est devenu très dangereux pour les cyclistes et les piétons comme ce l'était avant. J'ai deux questions. Première question, cet automne, allez-vous mettre des ballards pour protéger les cyclistes sur le boulevard Gouin?
Deuxième question. Je comprends que la voie active sécuritaire était tout aussi imparfaite que la situation habituellement sur Gouin. Dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, ils ont instauré un comité citoyen pour savoir comment sera réaménagée une rue. Quand allez-vous former un tel comité? Alors, merci beaucoup, M. Gagné, pour vos questions. En ce qui concerne votre première question concernant les bollards, vous êtes probablement déjà heureux de constater que les bollards ont été installés. Alors, dans les derniers jours, la dernière semaine, ça a été fait. En fait, on attendait, bien entendu, le démantèlement de la VAS, mais en même temps, on voulait s'assurer quand est-ce que ça allait être fait puis si ça valait la peine. Comme là, actuellement, il reste encore quelques semaines pour pouvoir profiter de la piste cyclable avant le déneigement. On a quand même décidé de les installer, les bollards, même si c'était pour quelques semaines, pour faire en sorte de sécuriser davantage la piste cyclable sur le boulevard Gouin. Donc oui, ils ont été installés et comme vous en doutez, on prévoit les réinstaller à l'été prochain pour la piste cyclable sur le boulevard Gouin. En ce qui concerne la deuxième question concernant le comité de citoyens, en fait, il y a déjà un comité comme ça qui existe. C'est le comité qui a été mis en place pour une portion de Gouin, en fait, surtout de Saint-Michel à Garon. Et actuellement, comme je l'ai mentionné à d'autres tribunes, et vous êtes un habitué du conseil, donc vous l'avez probablement déjà entendu, on est en train de regarder justement à revoir en fait ce comité qui était composé d'une dizaine de citoyens, mais on comprend qu'il y a plus de citoyens qui sont intéressés et qu'il y a d'autres rues également qui souhaitent s'investir dans tout l'axe Gouin. Alors, il y a des réflexions qui sont en train de se faire actuellement pour avoir une nouvelle version finalement de ce comité, une nouvelle façon de pouvoir s'adresser aux citoyens. Mais pour nous, la participation des citoyens est vraiment très importante. Et d'ailleurs, c'est dès le début, là, dans le fond, des problématiques qu'on a vues dans le coin du secteur Mère-Clarac, des problématiques qui s'étaient amplifiées dans les dernières années, qu'on avait créé en fait ce comité-là au départ, qu'il y avait quelques citoyens et on avait fait dans le fond des consultations aussi à l'école Mère-Clarac, à l'arrondissement également, pour écouter les propos des citoyens. On comprend que c'est des situations qui ne sont pas toujours évidentes, mais pour lesquelles les citoyens sont vraiment nos alliés pour pouvoir y répondre. Donc, voilà. Madame Bergeron, vous pouvez poursuivre. Parfait. On y va avec la troisième intervention de ce soir de M. Agostino Antoneccia. Je tenais à vous dire un gros merci pour le retour du boulevard Gouin à l'état original. Vraiment, c'est un plaisir de savoir que vous êtes là pour le bien-être et pour le bonheur de vos citoyens. En fait, merci beaucoup, M. Antoneccia. On est très, très content de vous lire. En même temps, vous savez, le projet de VAS, c'est un projet qui était, disons, tout le monde avait son opinion sur la VAS, autant d'un côté comme de l'autre. Ça a été un sujet très sensible au courant des dernières semaines, des derniers mois. En même temps, vous comprenez que le démantèlement était surtout une question de sécurité pour nous, que dans l'état dans lequel c'était pas du tout optimal avec les différents chantiers qui s'étaient mis en place et entre autres avec le projet du SRB P9, là, avec les travaux du pont P9, qui se mettaient en place. Donc vraiment, c'est un paquet d'éléments qui ont fait en sorte que c'était préférable de mettre fin. Mais de toute façon, je tiens à rappeler que c'était tout de même un projet qui était temporaire et qui devait de toute façon se démanteler. Alors, voilà. Vous pouvez poursuivre. Pour la quatrième question, c'est une question de Mme Karine Lamotte. Bonjour, j'ai une demande à faire pour la rue dénommée à l'ouest de P9. Avec tous les travaux qu'il y a, les voitures passent en sens inverse sur la rue dénommée à tous les jours. À tous les jours, je risque d'avoir un face-à-face dans ma rue. J'aimerais qu'on indique avec plus de panneaux « Entrée interdite » à partir de P9, car les voitures tournent sur dénommée à partir de P9 en sens inverse pour aller prendre des récollets ou pour aller au Jean Coutu ou au Pizza Hut. Ils passent aussi par le stationnement du Pizza Hut, prendre dénommée pour passer dans le stationnement du Jean Coutu et ensuite prendre Fleury. S'il vous plaît, c'est rendu très dangereux sur dénommée et même les policiers font la même chose. Quoi faire? Alors, bonjour, Madame Lamotte. Merci beaucoup pour votre question. En fait, je trouve les propos très préoccupants et vous pouvez être certaine que votre question et vos propos seront transmis directement aux responsables du chantier du SRB P9 parce que c'est eux qui gèrent toutes ces rues, en fait, qui sont transversales de P9 et pour pouvoir s'assurer en fait qu'ils ajustent leur signalisation. En temps normal, on a une très belle collaboration avec eux. Donc, c'est quelque chose qu'on va apporter. Également, je pourrais transmettre vos coordonnées parce qu'on a le commandant Cardinal qui est avec nous. Et quand je lis dans votre question qu'il y aurait en fait des policiers qui feraient la même chose, bien sûr, c'est préoccupant. Et je suis convaincue, M. Cardinal, que vous allez
faire un avertissement au niveau du service de police pour être certaine que ça n'est pas quelque chose de fait par vos agents. Bien sûr, Mme Lac. Merci beaucoup. Donc, Mme Bergeron, vous pouvez poursuivre. Parfait. Donc, on y va avec la 5e question de M. Denis Fortin. Sur le boulevard Maurice-Duplessis, les commerces Centre des Viandes L'Angelier, qui est situé au 6751, il y a les commerces Karaté Plus et Boutique Sonia, qui sont au 6755, qui ont un stationnement à l'arrière de leur commerce qui n'est pas asphalté. Par contre, l'avant de leur commerce, le stationnement est asphalté. Vérification faite, tous les commerces environnants sont asphaltés tant à l'avant qu'à l'arrière de leur bâtiment. J'aimerais savoir pourquoi les 3 commerces si haut mentionnés ne sont pas asphaltés et savoir si la municipalité peut obliger un commerçant en milieu urbain à asphalter son stationnement, que ce soit par une loi, un règlement ou toute autre disposition municipale, provinciale ou fédérale existant ou peut-être à venir. Même si ma démarche est personnelle, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de mes voisins qui appuieraient fortement cette démarche. Comme moi, ils sont tannés de voir leur véhicule, leur barbecue, fenêtres ou autres objets à l'extérieur, couverts de sable et sales à cause des émanations de poussière qui proviennent de ces stationnements où circulent un grand nombre de véhicules quotidiennement. En conclusion, l'asphaltage de ce stationnement me rendrait heureux ainsi que mes voisins. Ce serait la solution idéale à ma démarche. L'appui et l'intervention, si possible, de la mairie d'arrondissement de Montréal-Nord serait grandement apprécié. Donc, merci beaucoup, M. Fortin, pour votre question. Je vais demander à M. Vaillancourt, qui est notre directeur de l'aménagement urbain et services aux entreprises, de vous répondre. Oui, alors, merci pour la question. Effectivement, la première partie de la réponse, ce serait oui, évidemment, on peut, je pourrais dire forcer, pas forcer, mais on peut inciter les gens effectivement à asphalter. Évidemment, dans la réglementation, la manière qu'on a fait ça, c'est plus dans un contexte de transition écologique ou de développement durable. On essaie plus rapidement, plus officiellement d'avoir des surfaces drainantes, normalement. Donc, actuellement, le règlement permet ces surfaces drainantes-là, que ce soit des surfaces alvéolées ou du béton drainant. Mais on permet, évidemment, pour l'aire de stationnement, quand c'est une nouvelle aire de stationnement, elle doit être asphaltée si possible. Dans la plupart des cas, c'est fait habituellement. Dans ce cas précis, on va devoir vérifier avec notre équipe au permis inspection parce qu'il faut vérifier si l'implantation ou les activités qui ont lieu dans le bâtiment datent d'avant 2016. Puis, on va aussi vérifier peut-être par rapport à certaines nuisances, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider le citoyen, là, parce que là, on parle de poussière et de problèmes à leur qualité de vie. Donc, si on ne peut pas agir avec le règlement de zonage, on va pouvoir sûrement trouver une solution avec le règlement sur les nuisances. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Et également, c'est sûr qu'il y a des pourparlers qui peuvent se faire avec le propriétaire pour faire en sorte qu'on puisse atténuer finalement les impacts de tout ça. Et il y a des programmes également de plantation d'arbres, etc. Donc, c'est des éléments qui pourront être sans aucun doute regardés avec le propriétaire pour voir qu'est-ce qu'il y en est de possible, de même que tous les éléments par rapport à notre réglementation. Donc, M. Fortin, il y a un mandat qui va être ouvert et un suivi va être fait par nos équipes auprès de vous. Ensuite, la prochaine question, Mme Dagenet, la question 6. Exactement, la 6e question de Mme Renée Dagenet. Bonsoir, Mme la mairesse. J'aimerais savoir si vous avez l'intention de faire la demande à la police d'être plus présente sur le boulevard Gouin, entre le boulevard Sainte-Gertrude et Lacordaire. Il faudrait une présence plus régulière. Depuis que Gouin est revenu à 2 sens, c'est le retour, comme avant, la voie active sécuritaire, les piétons sur la piste cyclable, les vélos avec les véhicules, vélos sur les trottoirs et il y a des courses automobiles. C'est tellement dangereux et inquiétant. Alors, merci beaucoup pour votre question, Mme Dagenet. Effectivement, si les personnes roulent de la façon que vous le mentionnez, c'est inacceptable et les récalcitrants doivent être appelés à l'ordre. Ça, c'est très, très clair. Donc, pour nous, le message est très clair. D'ailleurs, sur le boulevard Gouin, vous le savez, on a diminué la vitesse à 30 km/h l'an passé, justement pour faire en sorte de diminuer la circulation dans le secteur. Je vais demander à M. Cardinal de compléter la réponse, en fait, faire un complément de réponse, pardon, à votre question. J'ai pris note de la demande de Mme Dagenet et effectivement, on va y donner suite. On va faire des validations au niveau justement du boulevard Gouin là, et des policiers, nos agents de quartier en sécurité routière
si j'ai les coordonnées de Mme Dagenet, là, vont lui faire le retour sur leur constat et leur validation de la dite plainte. Donc, oui, on va regarder ce dossier-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Cardinal. Je vais maintenant demander à Mme Bergeron de poursuivre. Oui, donc la 7e question provient de Réal Demers et de Francine Côté. Bonjour à vous. Depuis le retrait du sens unique vers l'est sur le boulevard Gouin, la tranquillité que nous avons eue pendant les derniers mois de l'été est disparue. Plusieurs automobilistes pensent que ce boulevard est une piste de course. La plupart des gens ne respectent pas la vitesse de 30 km/h obligatoire. Et lorsque nous, en tant que résidents, respectons cette limite, on se fait pousser ou doubler. Y a-t-il un moyen pour inciter les gens à vraiment respecter cette limite? Cet été, on a vu plusieurs pancartes demandant aux automobilistes de faire attention aux enfants car les gens roulent trop vite et c'est très dangereux. Merci de votre collaboration et coordination nécessaire. Alors, merci beaucoup, M. Demers et Mme Côté. Comme l'autre question précédente, en fait, on comprend qu'il y a des problématiques sur le boulevard Gouin suite au retrait de la VAS. Des problématiques qui étaient déjà présentes, qui ont continué d'être présentes aussi pendant la VAS, il faut se le dire. Donc, dans cette intervention, c'est un peu la même chose finalement que ce qu'on mentionnait dans la question précédente. Monsieur Cardinal, je suis persuadée qu'il a pris note de tout cela. Et dans ce contexte-là, en fait, on continue tout de même, puis je l'ai mentionné dans les derniers conseils, que nous allions poursuivre en fait le travail de notre côté pour amener des mesures d'atténuation prochainement. Il faut savoir par contre que le boulevard Gouin est de responsabilité centrale, donc il y a du travail qui doit se faire en amont pour permettre d'avoir certaines interventions, mais on va adresser ces problématiques-là. Et dans l'intervalle, le SPVM est là, bien entendu. On peut poursuivre, Mme Bergeron. Oui, avec la 8e question de Mme Julie Sigouin. Bonjour à tous. Ma demande est que la police continue le porte-à-porte dans le nord-est. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Sigouin, pour votre question. Je vais donc demander à M. Cardinal, comme il est présent ce soir, de pouvoir vous répondre. Dans le cadre de la sécurisation des quartiers, effectivement, pour le SPVM, le porte-à-porte fait partie d'un outil de prévention ou d'enquête. Si Madame fait référence à la vaste opération porte-à-porte qui a eu lieu à la mi-septembre, le 17, si ma mémoire est bonne, cette opération-là avait quand même nécessité la participation de plus ou moins 20 agents et enquêteurs, donc quand même un déploiement assez important pour consulter, c'est plus de 1000 citoyens, ou en tout cas 1000 portes, comme on s'exprime, avec remise de pamphlets, prise de déposition, etc., etc. Maintenant, il faut passer à l'autre étape, qui est l'analyse de ces déclarations-là ou de ce que les gens nous ont donné comme information. Depuis, je peux vous garantir qu'il y a eu d'autres opérations porte-à-porte à plus petite échelle, mais il y en a eu d'autres, parce que je vous l'ai dit tantôt, c'est un moyen de prévention, donc on peut faire de la prévention auprès des aînés en matière de fraude, etc. Donc, porte-à-porte est aussi vaste que l'opération de la mi-septembre, je ne peux pas le garantir. Je vais laisser l'inspecteur Lavallée prendre les décisions qui lui reviennent. Je ne suis qu'un remplaçant. Par contre, je peux vous garantir que de petites opérations avec 3, 4, 5, 6 agents, là, ça se fait sur une base régulière. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Sigouin? Sinon, vous pourrez me la formuler personnellement et je prendrai le temps de communiquer avec vous. Merci beaucoup, M. Cardinal. Je vais maintenant demander à Mme Bergeron de nous lire la dernière question. Oui, la 9e et dernière question de Mme Marie-Ève Gauthier. Bonjour, les abeilles contribuent à la pollinisation des fleurs, ce qui permet la production de fruits et de légumes. Vu l'importance du rôle de l'abeille dans la sécurité alimentaire à Montréal-Nord, comment seriez-vous prêt à soutenir notre projet de ruche urbaine Greg au miel? Alors, merci beaucoup, Mme Gauthier, pour votre question. En fait, je dois vous dire que je suis premièrement très déçue des consignes sanitaires et qu'on soit tourné en zone rouge parce que pas plus tard que dimanche dernier, nous avions prévu une visite à vos installations et malheureusement, cette visite a dû être annulée dans les circonstances, dans le contexte que l'on connaît. Alors, je me dis que ce ne sera que partie remise. Concernant votre demande d'aide financière, en fait, sachez que nous avons reçu votre demande et elle est présentement en analyse auprès de notre administration. Alors, une réponse devrait arriver sous peu.
Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Madame Miazarek, vous pouvez me confirmer si c'était la dernière question? Je comprends que oui. Monsieur Sarré, vous avez levé votre main? Oui, si vous le permettez, Madame la mairesse. Allez-y. C'est sur deux éléments. On a eu beaucoup de questions sur le boulevard Gouin et sur aussi la question par rapport à Madame Sigouin. J'aimerais juste revenir là-dessus. Comme l'a bien mentionné Monsieur Cardinal, on parle d'une zone quand même où il y a un certain niveau de dangerosité par rapport à la circulation. Mais l'élément qui a été soulevé par la plupart des citoyens, sur lequel on est très, très conscient, c'est un élément de comportement. Alors, il faut faire attention entre la zone elle-même qu'il faut sécuriser, comme vous l'avez bien mentionné, et que ça travaille, c'est une rue quand même qui est gérée par le central, mais il y a aussi un élément de comportement, malheureusement, des automobilistes ou d'autres personnes, qui soient cyclistes ou autres. Alors, c'est pour cette raison que, oui, un travail pourrait être fait par une présence policière, mais encore une fois, jusqu'à quel point, si le comportement ne changer que par des contraventions. Ça, c'est la première question. Deuxième question par rapport à Mme Sigouin. Du bonsoir, Julie. La seule chose qu'on peut dire, qu'il y a une certaine présence, une omniprésence maintenant des policiers. Oui, c'est bon, le porte-à-porte, c'est une très, très bonne stratégie, une bonne action qui est faite par le poste de quartier, même en général maintenant par le service de police de la ville de Montréal, que ce soit par la gendarmerie ou les enquêtes. Mais vu qu'il y a une omniprésence des policiers, même les citoyens peuvent aller de l'avant, aller rencontrer les policiers, aller leur parler aussi. C'est une communication des deux bords. Allez-y leur parler, allez-y leur expliquer votre inquiétude et partager avec eux tout élément qui pourrait les aider. Alors ça, on vous invite à bien collaborer à ce niveau. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Sarré. Je vais vous demander de retirer votre main, si possible. Oui, Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. Donc, merci, M. Sarré, pour vos interventions. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions du public. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir participé, en fait, par de nouveaux canaux qu'on s'est préparés dans ce contexte-là. Donc, on va poursuivre maintenant avec la séance ordinaire. Donc, j'appelle maintenant le 10-04. On vous demande de déposer aux archives le procès-verbal modifié du comité consultatif sur la mobilité suite à la rencontre du 9 juillet 2020. Je propose le dépôt. Appuyé. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle donc le 20-01. On demande d'autoriser la prolongation du contrat 19-177-83 qui avait été adjugé à Prodigium, qui est Production Jeunesse. C'est pour un montant maximal de 123 783. Les taxes sont incluses. C'est pour la fourniture de la main-d'œuvre technique pour les événements culturels et spéciaux à l'arrondissement. Et c'est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par Mme Bellinga. J'appelle le 20-02 à 20-04. 20.02, on demande d'accorder une contribution financière de 150 $ à l'Héritage hispanique Québec. C'est pour la promotion des activités lors du mois du patrimoine hispanique au Québec. C'est le mois d'octobre. Et ça, sans même le budget de représentation des élus. Le 20.03, d'approuver la convention modifiée à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement Montréal-Nord et un itinéraire pour tous. C'est dans le cadre de la contribution financière de 155 467 qui avait été octroyée pour l'année 2020 pour la mise en œuvre de la programmation annuelle d'activités des secteurs mobilisation citoyenne, jeunesse et pôle d'action du samedi. Et finalement, le 20.04, on demande d'approuver un projet d'entente modifié intervenu entre la Ville de Montréal, arrondissement Montréal-Nord et le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Ça concerne l'utilisation des fins municipales de certains terrains ainsi que le mur de bâtiments appartenant au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île et ainsi que l'utilisation de certains terrains qui appartiennent à la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement par le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Oppose? J'appuie. C'est proposé par M. Sarré, appuyé par Mme Rossi. J'appelle le 20-05. 20.05, d'approuver le projet d'entente modifié intervenu entre la Ville de Montréal, arrondissement Montréal-Nord, et le Centre de services scolaires English Montréal. Ça vise à régir le partage des installations ainsi que des équipements scolaires et municipaux en période de COVID.
C'est afin de respecter les exigences sanitaires. Je propose. J'appuie. C'est proposé par Mme Beninga, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 2006 à 2008. 2006, on demande d'approuver le projet d'entente de collaboration pour les années 2020 à 2023 à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le secrétariat à la jeunesse, la Ville de Montréal, arrondissement Montréal-Nord, ainsi que la table de quartier Montréal-Nord. C'est une entente pour la réalisation du plan d'action collective de Montréal-Nord, priorité jeunesse. On vous demande d'autoriser la directrice d'arrondissement à signer l'entente. Le 2007, d'accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, l'offre de services de la Ville-Centre et de mandater la direction du service de la culture pour conclure une entente forfaitaire pour la gestion des redevances avec l'organisme en tandem, qui est un mandataire de la SOCAN et de Raison. L'entente est pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. L'entente concerne la facturation, la perception ainsi que la réception des droits de licence payables pour l'exécution en public des enregistrements sonores publiés dans le répertoire sonore et ou des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN lors des activités ou événements dans l'arrondissement. On vous demande de négocier tout renouvellement de celle-ci. 2008, d'accorder une contribution financière de 5 100 $ aux 14 clubs d'âge d'or reconnus par l'arrondissement. C'est pour l'année 2020. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sari, le 3001 à 3002. 3001, on demande d'approuver de déposer les rapports mensuels en date du 31 août 2020. Le 3002, d'approuver de déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué en date du 31 août 2020. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Appuyé. Proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier. J'appelle le 3003 à 3004. 3003, on vous demande d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amie des aînés. C'est pour la construction d'aires de repos au belvédère du repos qui est situé au parc Aimé-Léonard. On vous demande de confirmer la participation de l'arrondissement au financement du projet et d'autoriser le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à signer tout engagement relativement à cette demande. Le 30.04, d'approuver la reconnaissance ainsi que le soutien de l'organisme Club de l'âge d'or Saint-Colette. C'est à titre de partenaire de mission complémentaire. C'est à partir de septembre 2020 à septembre 2023. J'appuie. Proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi, le 4001 à 4003. 4001, on demande de donner un avis de motion, de présenter et de déposer ainsi que d'adopter le projet de règlement RGCA 02-10-006-2, qui est notre règlement sur la dérogation mineure afin de modifier notre règlement de base pour assurer la concordance aux différents règlements d'urbanisme qui sont applicables sur le territoire de l'arrondissement et d'autoriser le remplacement de l'Assemblée publique de consultation qui est exigée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite, le tout en conformité avec l'arrêté ministériel 2020-049. Le 4002, d'adopter le règlement 1530-14 qui modifie notre règlement 1530 sur l'immobilisation et le stationnement. C'est afin de permettre le remorquage de véhicules qui nuisent aux opérations de déneigement. Le 4003, de déposer le procès-verbal de la consultation écrite et d'adopter la résolution PP-041, soit une demande de permettre l'occupation par un centre d'hébergement pour jeunes du bâtiment qui est situé sur le lot 1 173 770 du Catalogue du Québec, soit le 10 155 boulevard Saint-Vital. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. J'appelle maintenant le point 4004. On vous demande de déposer le procès-verbal de la consultation écrite et d'adopter la résolution PP-042, soit c'est une demande pour permettre l'occupation par un centre d'hébergement pour jeunes du bâtiment qui est situé sur le lot 1095-161 du Catalogue du Québec.
Ça concerne le 74 et 76 rue Charny. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Rosset, appuyé par Mme Bellinga, le 4005 à 4007. 4005, de déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et d'adopter le règlement de zonage RR 1562.055 qui modifie notre règlement de zonage. C'est afin de permettre l'usage restaurant dans la zone C19-434. Le 4006, de déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et d'adopter le règlement de zonage RR 1562.056. C'est afin de modifier diverses dispositions de notre règlement de zonage refondu RR 1562. Le 4007, de statuer sur diverses recommandations du comité consultatif sur la mobilité qui a siégé le 2 septembre en vertu de notre règlement 1570 sur la circulation routière. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle le 5001 à 5002. 5001, on demande de titulariser M. Abdelak Yassim à titre d'électrotechnicien. C'est à la division du soutien technique, section électricité de la direction des travaux publics, et ça, c'est à compter du 10 octobre 2020. Le 5002, de nommer Mme Martine Cardin à titre de chef de division des ressources financières et matérielles. C'est à la direction de la performance, du greffe et des services administratifs avec une période de probation de 12 mois. C'est à compter du 6 octobre et c'est en vue d'un statut personnel régulier à cet emploi. Propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. Alors, M. Bédard, on va vous confier la tâche de saluer et de féliciter M. Yassim pour son poste et à Mme Vassar de féliciter Mme Martine Cardin pour accéder à ce poste. Donc, vraiment, félicitations à ces deux personnes pour l'obtention de ces postes. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, j'appelle maintenant le dernier point, mais non le moindre, le 5003. On vous demande de nommer M. Oumar Wade à titre d'animateur spécialisé, loisirs socioculturels. C'est soit un animateur en création numérique. C'est à la division des bibliothèques de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. C'est avec une période d'essai de 6 mois à compter du 10 octobre et c'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Propose. J'appuie. Proposé par Mme Rosset, puis par Mme Bellinga. M. Toussaint, vous aurez donc la tâche de saluer l'arrivée de M. Wade dans votre équipe et de le féliciter pour l'obtention de ce poste. Je ne manquerai pas, Madame la mairesse. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin aux différents points. Nous avons d'autres informations à vous transmettre. Juste un instant, parce que là, j'ai la liste des participants. Alors, les installations et services de Montréal-Nord ouverts ou fermés. Alors, vous avez les différentes informations de ce qui est ouvert et fermé. Vous comprendrez que ce sont des informations qui évoluent de jour en jour. Donc, bien entendu, on vous invite à consulter les réseaux sociaux de l'arrondissement, les différentes stèles, les affiches lumineuses partout dans l'arrondissement sur lesquelles vous pouvez avoir les différentes informations. On peut poursuivre. Également, en ce qui concerne la COVID, on a eu l'information aujourd'hui. En fait, le premier ministre a demandé à tout le monde de télécharger en fait l'application Alerte COVID. Donc, on vous demande bien chaleureusement de le faire également. Ce sera fait de notre côté pour vraiment s'assurer qu'on limite la propagation de ce virus. C'est vraiment très, très important actuellement. Donc, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Donc, tout le monde allez télécharger cette application. Ensuite, ouvert sur rendez-vous ou activité de certains organismes. Donc, vous avez les différentes informations. Bien entendu, on vous invite à téléphoner avant pour vous assurer que tout fonctionne toujours. Donc, actuellement, on avait Arena, activité programmée des clubs sportifs, mais il faudra comprendre que le PowerPoint a été fait bien avant la conférence de presse du premier ministre aujourd'hui et de ses collègues ministres. Donc, il est fort probable que ces activités soient changées dans les prochaines heures. Donc, comme je vous dis, de suivre vraiment nos réseaux sociaux et nos différentes plateformes de communication pour s'assurer de la suite des choses.
Alors, ce qui est fermé, entre autres, c'est la maison culturelle et communautaire, salle Oliver Jones, salle d'exposition, aucune activité culturelle ni spectacle n'est actuellement en cours. Au niveau des ressources communautaires, donc, si vous avez besoin d'aide alimentaire, d'aide, vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'aide générale, vous avez les différents numéros à lesquels vous pouvez vous adresser pour obtenir cette aide. Également, les différentes informations sont au niveau de la santé avec les cliniques de dépistage. On en a parlé également en début de séance. Donc, vous avez accès à toutes ces informations. Et pour plus d'informations sur l'arrondissement, on en parlait de nos différentes plateformes, donc autant notre site Internet, la page Facebook, également de vous abonner à notre infolette. L'infolette est envoyée de façon régulière. Donc, on va vous inviter à la prochaine séance du Conseil qui est prévue le 9 novembre 2020 à 19 h. À l'heure actuelle, on prévoit toujours faire les séances en virtuel. On comprendra que ça évolue et on doit s'adapter de semaine en semaine. Donc, vraiment vous tenir au courant de la suite des choses. Mais ce sera un plaisir de vous retrouver au mois de novembre, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Et d'ici là, n'oubliez pas que les élus demeurent disponibles, de même que toute l'administration, pour pouvoir vous aider, répondre à vos questions et pour pouvoir cheminer finalement là, avec vous pour le bien-être de notre arrondissement. Alors, ce soir, on a une grosse séance. Il est tout près de 9 h. Donc, je tiens vraiment à remercier toutes nos équipes pour leur travail, nos services, nos équipes administratives, parce que c'est des séances qui sont très exigeantes. Et vraiment, on a tenté de faire de notre mieux ce soir. On a eu quelques petits pépins de documents, mais en somme toute, on s'en est bien sorti. Et puis également saluer mes collègues qui étaient avec moi durant toute la rencontre. Alors, je vous laisserai un petit mot de la fin si vous voulez vous adresser aux différents citoyens qui nous écoutent. Madame Rossi. Écoutez, je pense que c'est important et on ne le dira pas assez de réitérer, de télécharger l'application, mais également de maintenir le 2 mètres. Je pense que le premier ministre l'a bien dit, ne cherchez pas à contourner le règlement. La seule question que vous avez à vous poser, c'est si vous êtes toujours bel et bien à 2 mètres de votre interlocuteur et de porter le masque. Prenez soin de vous, c'est vraiment important. La deuxième vague frappe fort actuellement. Alors, on doit prendre soin les uns des autres, on doit faire attention à nos jeunes, les sensibiliser à ce qu'ils sont partie prenante de la solution actuellement. Alors, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Mme Rossi. J'inviterai Mme Bilinga à prendre la parole. Merci. Je profite de ce moment-là pour souhaiter une excellente journée internationale de l'enseignante. Donc, on sait combien dans ce contexte ils sont importants. Donc, rappelez combien votre travail est apprécié. Et bien sûr, pour les élèves, les enseignants, le personnel à l'école, le respect des mesures sanitaires, mais surtout, c'est eux qui contribuent à les faire appliquer. Alors, pour la sécurité de nos enfants, alors aidons-les également afin que nos enfants puissent continuer à fréquenter des milieux stimulants en présentiel au niveau de l'école. Alors, voilà. Merci et prenez soin de vous et de votre santé. Merci beaucoup, Mme Bilinga. J'inviterai M. Poirier à prendre la parole. Je ne peux qu'appuyer mes consoeurs, Mme la mairesse, sur les sujets qui ont été dits. En passant, je souhaite un bon congé pour lundi prochain, le 12, l'Action de grâce. Donc, fêtez-les en famille rapprochée, s'il vous plaît. Essayez de ne pas faire des fêtes trop grandes. Restez à la maison. Protégez-vous. Et on se revoit très bientôt. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. M. Sari? Merci beaucoup, Madame la mairesse. Madame Bilinga m'a piqué la journée mondiale de l'enseignement. Alors moi-même, comme vous le savez très bien, je suis enseignant à l'université. Puis je peux vous dire, c'est quand même un travail qui a changé, la nature du travail qui a changé. Il fallait s'adapter, il fallait avoir une certaine créativité pour transmettre la cognitivité à nos étudiants et étudiantes. Et en même temps, à quel point ça nous manque le contact humain, d'être présent sur place et enseigner en présentiel, c'est quelque chose de plus important parce qu'il y a une certaine socialisation. Ça me ramène à mon deuxième point, qui est si on veut un jour revenir à cette vie normale de socialisation et de pouvoir fêter ensemble, étudier ensemble et travailler ensemble en présentiel, ben, il faut d'abord se protéger nous-mêmes
pour protéger les autres. Alors, ensemble, on peut battre cet adversaire invisible et c'est ensemble qu'on doit se protéger l'un l'autre. Et par ailleurs, bonne action de grâce. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Donc, c'est ce qui met fin à notre séance et puis ce sera un rendez-vous qu'on se donne au mois de novembre pour une prochaine rencontre. Alors, d'ici là, comme on l'a tous dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez le cap. On va réussir à passer à travers cette période plus turbulente. Donc, voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde et à très, très bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée.